Bonjour, nous continuons notre cours sur les sons et la musique. La semaine dernière, nous avons vu des sons purs, c'est-à-dire des sons qui pouvaient être représentés par une seule sinusoïdale. Aujourd'hui, nous allons voir des sons plus complexes, des sons qu'on appelle composés, qui sont les sons qu'on entend majoritairement dans notre vie. Alors, pour comprendre ça, je vais prendre un exemple de son composé. Je vais prendre le son d'un piano lorsqu'il fait un La. Donc, le son, le voici. Un son est composé d'une seule note que l'on voit. Si je regarde au niveau de la pression, comment la pression varie, ce que je vais pouvoir observer, c'est que j'ai bien un phénomène périodique, qu'on avait parlé. Donc il va pouvoir se décrire par des sinus, des sinusoïdes. Mais on voit ici qu'on n'a plus une seule sinusoïde. On a en fait quelque chose qui ressemble à la somme de 3 sinusoïdes. Une grande qui ferait comme cela, et puis 2 autres plus petites qui font que la forme n'est pas celle d'une sinusoïde, mais c'est une sinusoïde qui a été modifiée. Alors, ça, c'est exactement ce que l'on va appeler un son composé. Un son composé, c'est en fait un son qui va être la somme de plusieurs sinusoïdes, et pas juste une sinusoïde. Donc un son composé, voilà un autre exemple de son composé, un petit peu plus complexe que le La du piano. Vous voyez bien qu'on a un phénomène régulier, on revient régulièrement au même état, mais vous voyez que la forme est plus complexe que celle de sa sinusoïde et que son impression que c'est une somme de sinusoïdes. Alors on va le vérifier, que c'est une somme de sinusoïdes et que ça pourrait être autre chose. Lorsque j'ai une sinusoïde, comme ceci, simple, donc là c'est un son pur, je peux calculer la fréquence et je peux calculer l'amplitude. Donc ici j'ai mon amplitude qui est égale à 1, vous voyez, on monte ici à 1, et ma fréquence que je peux calculer. On peut calculer les fréquences et amplitudes. Ce qu'on obtient, c'est qu'ici on a une fréquence de 440 Hz et une amplitude de 1 pour la fréquence de 440 Hz. Bien. Maintenant, je reprends mon son composé. Ce que je vais pouvoir faire, c'est essayer de voir quels sont les sinusoïdes qui composent ce signal. Essayer du coup de voir à chaque fois sur chaque sinusoïde, est-ce que j'ai une fréquence et est-ce que j'ai une amplitude. Et voir après si en additionnant tout ça, on obtient ce qui ressemble ici. Alors c'est ce qui a été fait. Il y a des logiciels qui permettent de le faire très bien. Et ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que l'on a une somme de sinusoïdes. Une sinusoïde à 440 Hz, une à 880, une à 1320, une à 1160 Hz, etc. Avec des amplitudes différentes. Ici, les amplitudes baissent, elles pourraient augmenter par moment, c'est pas un problème. Et donc on a bien une somme de sinusoïdes. Et on peut bien décrire mon son composé comme étant la somme de sinusoïdes. Ici, j'ai la somme de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sinusoïdes. On peut faire une modélisation mathématique de tout cela. Donc pour un autre son, vous voyez cette onde-là, je peux voir que cette onde-là, ce son-là, je peux le modéliser comme étant la somme de ceci, plus ceci, plus ceci. Si j'additionne les trois, comme ce que j'ai ici, donc j'additionne la bleue, qui est là, j'additionne la violette qui est ici, j'additionne la orange qui est là. En additionnant les trois, j'obtiens la verte, c'est-à-dire cette courbe-là. Donc mon son composé, c'est bien la somme de plusieurs sons simples, de plusieurs sons purs. La plupart des sons sont des sons composés. On ne peut pas les représenter comme une sinusoïde, mais comme la somme de plusieurs sons purs, de fréquences et d'intensité différentes. Bien, donc on a plusieurs sons purs qui ont chacun une fréquence, chacun une intensité, qui vont composer mon son composé. Mon son composé, je vais quand même pouvoir le décrire un petit peu précisément. Je vais m'apercevoir que au bout d'un moment, je reviens toujours au même endroit, au même état. Donc, j'ai une fréquence à laquelle je reviens à chaque fois au même endroit. C'est une longueur d'onde, ici, une période. Vous voyez, entre là et là, je reviens toujours au même endroit. La petite pointe ici, je reviens toujours à cette petite pointe après un certain temps, etc. Donc j'ai bien quelque chose qui est régulier. J'ai une fréquence qui est la fréquence la plus faible, puisque c'est la période la plus longue, et qui revient à chaque fois. Cette fréquence-là, on va l'appeler la fréquence fondamentale. C'est la fréquence
qui va définir la hauteur du son que l'on va entendre, c'est-à-dire est-ce que ce son est aigu ou grave. Donc ici, ma fréquence fondamentale, c'est 440 Hz. Ce dont je m'aperçois, et là on le voit très bien sur ce graphique, c'est que toutes mes autres fréquences derrière, ce sont des multiples de ma fréquence fondamentale. Ce qui est logique, puisque si je veux que à toutes les périodes j'ai de nouveau le même son, bah, il faut que chacun ait chaque sinusoïde à l'intérieur, il n'ait et agi un nombre de fois entier et donc soit revenu à l'état initial lorsqu'on a fait notre période. Donc lorsque j'ai un son composé, j'ai une fréquence fondamentale qui est la plus faible et toutes les autres fréquences sont des multiples de ma fréquence fondamentale. Ces multiples ici, on appelle ça des harmoniques. Donc pour un son composé, vous avez une fondamentale et des harmoniques. Dans un son composé, toutes les fréquences des sons purs sont des multiples de la plus faible fréquence. Cette fréquence est appelée fréquence fondamentale et les fréquences multiples sont appelées des harmoniques. Donc, à quoi ça va nous servir de connaître ceci, de savoir qu'on a une fréquence fondamentale, qu'on a des harmoniques? Ça va nous servir à comprendre comment on fait un son, comment on fait une note en musique. Donc la première partie, c'est la production d'un son musical. Or, les sons musicaux, hein, il y en a plein. Je vous ai montré le La tout de suite au piano. Lorsque l'on veut écrire de la musique, d'habitude, on ne raisonne pas avec des sinus, avec des amplitudes, avec des fréquences. On va raisonner en termes de notes. Une note, c'est un son. Une note, c'est un son composé, auquel on va donner certaines caractéristiques. Alors, nous nous intéresserons pas ici à la durée de la note. Hein, nous ne nous intéresserons pas au fait qu'on a affaire à des noirs, des blanches, des pointés, etc. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ça va être quelque chose sur le temps que le musicien pourra gérer lui-même. Ce qui va intéresser ici, ça va être la hauteur de la note et le timbre. La hauteur, c'est ce qui est représenté ici. On utilise avec les notes sur la portée suivant l'endroit où est la note et qui correspond au nom qu'on donne aux notes, hein, mi, fa, sol, ré, do, mi, fa, sol, la, si, ré, do, etc. Ça, si j'essaye de comprendre quelle est la différence entre deux notes ici, je vais m'apercevoir que la différence est la fréquence fondamentale. Un La, ici, donc si je prends le La de base sur la clé de sol, celui-là, cela a toujours la même fréquence fondamentale. Le Si a toujours la même fréquence fondamentale, etc. Plus la note est haute, plus la fréquence est élevée. Plus la note est basse, plus la fréquence est basse. Vous voyez, ici on a par exemple, pour la 4e octave, la correspondance entre la note et la valeur en Hz de la fréquence fondamentale. Le La correspond à environ 440 Hz. Donc on a vraiment une correspondance entre la hauteur de la note et la fréquence fondamentale du son. Et plus la fréquence est importante, plus le son paraîtra aigu, plus la note est haute. Cependant, il faut bien comprendre que entre deux instruments, on ne va pas avoir la même note avec la même fréquence. Si je prends un La joué par le piano, donc à 440 Hz, un La joué par un trombone à 440 Hz, on voit bien que j'ai la même période ici, hein, qui correspond à la fréquence de 440 Hz, qu'on remesure ici. La fréquence fondamentale à chaque fois, c'est 440 Hz. Mais la forme du son, ce qu'on remarque avec les harmoniques, est différente. Les harmoniques sont bien au même endroit, vu que faut que ce soit des multiples de 440, mais c'est pas avec la même intensité. Sur un trombone, par exemple, on a beaucoup plus d'intensité à 480 Hz qu'à 440, alors que sur un piano, on a beaucoup plus à 440. Ça va définir ce qu'on appelle le timbre d'une note. Le timbre, c'est défini par les harmoniques et l'intensité des harmoniques par la suite. Donc il y a deux caractéristiques sur une note. Il y a sa hauteur qui correspond à la fréquence fondamentale et il y a son timbre qui correspond en fait au type d'instrument et qui correspond
aux harmoniques que l'on a derrière. Chaque instrument de musique produit des sons qu'on appelle des notes, qui sont caractérisés par deux paramètres, la hauteur de la note, c'est-à-dire la fréquence fondamentale du son, et le timbre de la note, c'est-à-dire toutes les harmoniques associées. Et le fait qu'on n'entende pas la même chose chez un violon, chez un trombone, ou sur une voix humaine ou sur autre, c'est lié au timbre. Alors, vous avez ici, j'avais montré deux exemples d'instruments de musique, le piano, le trombone. À chaque fois, ils vont avoir des timbres différents. C'est la caractéristique vraiment qui va définir le son. Vous pouvez jouer à la même fréquence sur un trombone et sur un piano, vous n'aurez pas les mêmes harmoniques et donc vous n'aurez pas le même son. Et ça dépend de l'instrument lui-même. Chaque instrument possède un timbre différent. La même hauteur de note jouée par deux instruments différents ne produira pas le même son. Vous pouvez jouer de la batterie qui crée un La, vous pouvez faire du piano qui fait un La, ce n'est pas la même chose, on n'aura pas le même son. Clairement pas. Alors comment on va les produire ces sons? Et comment on va être capable derrière de changer la hauteur de la note? Ça va dépendre de chaque type d'instrument en fait. On va voir quelques types, on va pas les voir tous. Premier type d'instrument qu'on va voir, ce sont les... Pardon, excusez-moi. La hauteur de la note dépend de paramètres modulés par musicien, ce qui permet l'obtention de mélodie. Autrement dit, c'est le musicien qui va choisir de faire un La, de faire un Si, etc. Il va choisir la fréquence fondamentale de chaque note qu'il fait. Et c'est comme ça qu'on aura une mélodie. Comment est-ce qu'on va pouvoir choisir la hauteur de la note? Ça va dépendre du type d'instrument. Le premier type d'instrument qu'on va voir sont les instruments à cordes. Alors, des instruments à cordes, il y en a plein. Il y a les guitares, il y a les violons, les violoncelles, les altos, etc. Il y a le piano aussi. Le piano, le son vient de cordes, qui sont cette partie-là, qui sont frappées. Il y a le clavecin, où les notes sont pincées. Bref, il y a plein d'instruments à cordes différents, mais tous posent sur le même principe. Je vais faire vibrer une corde. La corde, en vibrant, fait vibrer l'air à côté, ce qui crée un son. La fréquence à laquelle la corde va vibrer va dépendre notamment de la longueur de la corde. Ici, vous avez un violoncelliste assez célèbre. Il met son doigt à cet endroit-là. Pourquoi? Ça permet que la corde ne vibre que entre son doigt et la partie qui est ici. Si elle vibre sur une petite partie, elle va vibrer plus vite. Donc le son sera plus aigu. Et si le violoncelliste met son doigt plus loin, par exemple ici, la corde va vibrer plus longtemps, le son sera plus grave. Donc en choisissant la longueur à laquelle la corde vibre, je choisis la vitesse à laquelle la corde vibre. Et ce qui me permet également de choisir la fréquence fondamentale, donc la hauteur de la note. C'est un point important, je peux changer la hauteur de la note en choisissant la longueur avec laquelle la corde vibre. Sur un piano, chaque corde a une longueur différente, c'est ce qui fait que lorsqu'on appuie sur les touches, chaque touche correspond à une corde, chaque corde a une longueur différente, donc vous avez des hauteurs de notes différentes sur un piano. Sur une guitare, sur un violon, sur un violoncelle par exemple, avec son doigt, le musicien va pouvoir choisir la longueur de vibration de la corde, donc la hauteur de la note. Il n'y a pas que la longueur de la corde qui va déterminer la hauteur de la note. Il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir le type de corde. Vous voyez ici, les cordes d'une guitare, toutes les cordes d'une guitare sont différentes. Il y en a des plus épaisses, des plus fines, et il y en a même qui se font parfois dans des métaux différents. Vous voyez ici, on a deux métaux différents. On a un premier alliage d'acier, un deuxième alliage d'acier qui sont des alliages différents. Ça va faire que la masse de la corde va changer. Lorsque la masse de la corde change, le son change. Plus la masse est importante, plus le son est grave. Parce que plus la corde va vibrer lentement. Donc sur une guitare, ces cordes-là font des sons plus graves que ces cordes-là. Si on ne touche pas, on passe juste le doigt dessus, ici. On va avoir un son plus grave ici que là. Autre chose, vous voyez actuellement, cette personne est en train d'accorder la guitare. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle règle la tension de la corde. Plus la corde est tendue, plus elle va faire un son aigu. Plus la corde est grave et détendue, plus le son sera grave. Donc le fait de tendre ou pas la corde va pouvoir changer le son.
On utilise ceci pour accorder les instruments à cordes. On accorde un piano, on accorde un violon, on accorde une guitare. Ça permet d'être sûr d'obtenir par exemple pour le La exactement 440 Hz. Si on est à 430 Hz, on va tendre un petit peu la corde pour qu'elle vibre plus lentement. Si on est à 450 Hz, on va détendre un peu la corde pour qu'elle vibre à la bonne fréquence. Donc sur un instrument à cordes, vous avez 3 critères qui permettent de faire: la longueur de la corde, la masse de la corde et la tension de la corde. Et en jouant là-dessus, on peut obtenir la bonne note. L'instrument à cordes, c'est la corde qui, une fois frottée, pincée ou frappée, vibre. La fréquence à laquelle vibre une corde dépend de la longueur de la corde, de sa tension, de sa masse unique. Masse unique, c'est la masse sur un fil. En changeant de corde, masse unique différente, ou en faisant varier sa longueur, le musicien obtient des notes différentes. Ça, c'est pour un instrument à cordes. Regardons maintenant un instrument à vent. Alors, les instruments à vent, il y en a plein. Le meilleur exemple, c'est le trombone. Pour changer le son d'un trombone, changer la note, le joueur de trombone a la possibilité de détendre cette partie-là. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement un tube d'acier. Ce tube peut donc être plus ou moins long. En soufflant dans un trombone, le tromboniste va faire vibrer l'air. D'ailleurs, si vous soufflez simplement sans faire vibrer l'air, juste comme ça dans un trombone, ça ne produit pas de son, ça ne produit pas de musique. Il faut faire vibrer l'air en faisant vibrer vos lèvres avant. Ça fait vibrer l'air. Lorsque l'air vibre, il va vibrer à une certaine vitesse qui correspond au temps qu'il va mettre à passer dans le tuyau et à sortir. Si j'augmente ce temps-là en augmentant la longueur du trajet, donc en bougeant cette partie-là du trombone, et je vais obtenir un son plus grave. Donc, en réglant la durée pendant laquelle l'air va de cette entrée-là à cette sortie-là, je règle la note. C'est vrai aussi, par exemple, pour une trompette. Pour une trompette, ce que l'on fait, c'est que l'on peut fermer ou non des passages. Si un passage est ouvert, ça permet d'aller plus vite à l'extérieur, donc le son est plus aigu. Si je ferme un passage, ça fait quelque chose qui est plus long. Même chose pour une flûte. Vous savez que vous avez les sons les plus graves sur une flûte en fermant le maximum de doigts, c'est pour que l'air soit obligé d'aller jusqu'au bout et qu'elle ne puisse pas sortir plus vite. Dans un instrument à vent, c'est l'air lui-même qui est directement mis en mouvement et vibre. La fréquence de la vibration dépend de la longueur du tube dans laquelle l'air vibre. Maintenant, il y a d'autres types d'instruments de musique, les percussions par exemple, où on va avoir la fréquence qui dépend de la taille de la percussion, etc. etc. On ne va pas faire tous les instruments de musique et tous les types d'instruments de musique, mais il y a un moyen de créer de la musique qui n'utilise pas directement d'instruments. On peut utiliser indirectement des instruments, mais pas directement, c'est la musique électronique. La musique électronique, le principe, c'est qu'ici, on va électroniquement créer un son. Alors vous avez ici deux avant-gardistes dans la musique électronique qui ont beaucoup aidé au développement de ce style de musique. Ici, Suzanne Clany, qui est assez peu connue, notamment en France, mais qui est une américaine, qui a mis au point les premières techniques de musique électronique, en fait. Et Daft Punk, qui a mis au point des techniques, et qui les a perfectionnées, de modification électronique du son. À chaque fois, quel est le principe? Je vais créer par un ordinateur plus ou moins sophistiqué, un ordinateur avec écran ou sans écran, ça va dépendre des cas, mais vous voyez ici, ils sont sur des ordinateurs. Je vais créer un son. Et comme je fais sur l'ordinateur et que je crée mon son directement, je peux le modifier comme je veux. Je peux lui mettre la fréquence fondamentale que je veux. Je peux lui mettre les harmoniques que je veux. Je peux prendre un son qui existe déjà, modifier sa fréquence fondamentale ou modifier ses harmoniques, modifier uniquement une partie des harmoniques, rajouter des effets, des échos, etc. Bref, je vais pouvoir créer ou modifier des sons à l'envie. Alors, je vous ai mis un site de groupe, c'est un Clany a posé les méthodes pour créer des sons électroniques. Et les Daft Punk ont démocratisé l'idée dans la musique électronique qu'on pouvait modifier énormément des sons préexistants. Vraiment énormément. Si un jour vous écoutez Daft Punk et vous écoutez les singles qu'ils ont empruntés, vous verrez qu'on ne reconnaît absolument pas les samples. On les reconnaît absolument pas.
parce qu'ils ont vraiment énormément modifié. Comment on fait concrètement? Eh ben, on utilise des logiciels. Ça, c'est un logiciel parmi les plus faciles en musique électronique. Vous voyez que même comme ça, on obtient des choses qui sont complexes. Chaque partie qui est ici permet de modifier. Ça permet de modifier la fréquence fondamentale, l'amplitude, les harmoniques qui peuvent être également modifiées, et après de rajouter tout un tas d'effets qui sont en fait des modifications prévues des harmoniques et de la fondamentale. Et on va du coup ajouter tout ça à chaque fois, modifier pour chaque moment les amplitudes pour pouvoir faire le son que l'on veut. En général, hein, pour un morceau de musique électronique classique, on utilise quelque chose de l'ordre de 40 ou 50 sons que l'on change au fur et à mesure de la musique. Donc on obtient tout un tas de choses qui sont obtenues par modification directe du son. Dans le cas de la musique électronique, la fréquence fondamentale et les harmoniques peuvent être directement modifiées à la guise du musicien, offrant une très large palette de sons disponibles. Voilà pour ce chapitre sur les sons composés et la manière de produire des sons musicaux. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est recopier ce cours, l'apprendre, c'est indispensable de l'apprendre, et je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine.